Bonjour et bienvenue dans ce cours consacré aujourd'hui aux plans nationaux de santé publique. Notre cours s'articulera autour de deux parties, la première consacrée au cancer et la seconde consacrée au virus du sida. Commençons par la première partie. Définissons ce qu'est le cancer. Le cancer, en fait, c'est une maladie qui est caractérisée par la prolifération de cellules liées à un échappement au mécanisme de régulation qui assure en général le développement de notre organisme. Les premiers regroupements de cellules sont généralement sans danger, et il faut un regroupement d'environ 100 000 cellules pour que l'on commence à parler de tumeur et donc de cancer. En se multipliant de façon anarchique, les cellules cancéreuses donnent alors naissance à des tumeurs de plus en plus grosses qui se développent et envahissent les zones qui entourent les organes. Quels sont les cancers les plus répandus? Chez les hommes, les trois cancers les plus fréquents sont ceux de la prostate, du poumon et du côlon-rectum. Chez les femmes, ce sont les cancers du sein, du côlon-rectum et du poumon. Vous aurez un descriptif de tous les différents cancers dans notre cours en version papier. Quelques chiffres maintenant. En 2015, en France, on estime qu'il y a eu 380 nouveaux cas de cancer. Le nombre de décès par cancer est estimé en 2015 toujours à 149 500. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cancer est la première cause de décès prématuré avant 65 ans, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Au cours de ces 30 dernières années, on distingue plusieurs tendances. Des cancers dont l'incidence et la mortalité ont diminué, comme le cancer de l'estomac, de l'œsophage, des voies aérodigestives supérieures et du col de l'utérus. On a aussi des cancers dont l'incidence a augmenté et la mortalité a baissé, comme le cancer du sein chez la femme ou de la prostate chez l'homme. Et on a des cancers dont l'incidence et la mortalité ont augmenté. Par exemple, un mélanome cutané, le cancer du système nerveux central ou le cancer du poumon chez la femme. On distingue plusieurs facteurs de risque du cancer. Parlons en premier lieu des risques externes. Les facteurs externes sont liés en réalité à l'environnement, c'est-à-dire les rayonnements, les virus, encore les produits industriels, et au mode de vie, comme le tabac ou l'alcool. Il faut aussi savoir que des virus et des bactéries peuvent être à l'origine de certains cancers, comme c'est le cas pour celui du col de l'utérus. Si on agit sur les facteurs externes, on estime que près de 40% des cancers pourraient être évités. Autre facteur de risque, les risques internes. Ainsi, par exemple, le vieillissement joue un rôle fondamental. Même si des cancers peuvent apparaître à tous les âges, ils sont quand même beaucoup plus fréquents à partir de 60 ans. L'hérédité joue également un rôle. En effet, certaines personnes portent déjà des mutations dans un ou plusieurs de leurs gènes, des mutations qui ont été héritées de leurs parents et qui sont présentes dans toutes leurs cellules. Troisième facteur de risque, il y a une prédisposition génétique au cancer. En effet, une mutation peut être transmise à la descendance. Quand c'est le cas, elle est alors présente dans toutes les cellules de l'organisme du descendant. Lorsque ce type de mutation implique un cancer, on parle de forme héréditaire ou de prédisposition génétique à un cancer. On estime que seuls 5 à 10% des cancers sont liés à la transmission d'une mutation héréditaire connue. Et dans la plupart des cas, ils sont associés à des histoires familiales de cancer très évocatrices. Parlons maintenant du plan cancer 2014-2019. Le plan cancer 2014-2019 est décliné en 17 objectifs. Ces objectifs s'articulent eux-mêmes autour de 4 grandes ambitions. Première ambition, guérir toujours plus de malades. Deuxième ambition, donner plus de moyens à la recherche fondamentale et à la recherche clinique. Troisième ambition, améliorer la vie des malades pendant et après le cancer. Quatrième ambition, faire de la prévention une priorité pour réduire le nombre de cancers aux causes évitables. Vous aurez une précision de chacune de ces ambitions dans notre cours version papier. Quels sont les traitements contre le cancer? Premier type de traitement, la chirurgie. En effet, la chirurgie va permettre d'enlever une tumeur localisée, mais également de poser ou de confirmer un diagnostic. Autre type de traitement, la chimiothérapie. L'objectif de la chimiothérapie est de tuer les cellules cancéreuses. Le vrai problème de la chimiothérapie, c'est qu'elle ne distingue pas
les cellules cancéreuses des cellules saines. Une chimiothérapie va donc détruire une bonne partie des cellules à renouvellement rapide de l'organisme, entraînant des effets secondaires importants. Autre type de traitement, la radiothérapie. La radiothérapie consiste à traiter les cancers par des radiations ionisantes. Il s'agit de ce qu'on appelle un traitement local ou loco-régional. Il est donc concentré sur la zone où se trouve la tumeur et éventuellement son extension ganglionnaire. Autre traitement, l'hormonothérapie. En effet, certains cancers, notamment le cancer du sein et de la prostate, sont sensibles aux hormones sexuelles. Celles-ci stimulent la croissance des cellules cancéreuses. En allant bloquer, entre guillemets, le récepteur hormonal sur ces cellules cancéreuses, on les empêche de proliférer. C'est ce qu'on appelle l'hormonothérapie. Dans cette dernière partie de notre sujet consacré au cancer, on va parler prévention et accompagnement des malades. La prévention primaire des cancers va concerner le grand public et s'articule autour de campagnes d'information. La prévention secondaire des cancers s'adresse à des individus qui ne sont pas malades mais qui présentent un certain risque. Il s'agit notamment du dépistage qui va consister à rechercher de façon systématique dans une population en bonne santé les porteurs de symptômes latents. On parle aussi de prévention tertiaire des cancers qui s'adresse directement aux malades afin qu'ils abandonnent tout comportement à risque. Premier type d'accompagnement, les groupes de soutien. Il s'agit généralement d'espaces de parole, d'échange et de partage entre personnes confrontées à une épreuve comparable. Les groupes de soutien ont pour objectif de rompre l'isolement du malade et de bénéficier d'un soutien psychologique. Autre type d'accompagnement, les espaces de rencontre et d'information. L'accompagnateur en santé va alors offrir aux personnes malades et à leurs proches un accès à l'information, à des réunions débats, à des ateliers thématiques. Le but, c'est qu'il y ait un accompagnement et une écoute à toutes les étapes de la maladie. L'État français a mis en place des congés pour les proches d'une personne atteinte d'un cancer. Premier type de congé, celui de solidarité familiale. Tout salarié ascendant ou descendant d'une personne dont la pathologie met en jeu le pronostic vital peut en bénéficier. C'est un congé non rémunéré, d'une durée de 3 mois, renouvelable une fois, à l'issue duquel le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire et une rémunération au moins équivalente. Second type de congé, celui de présence parentale. Il concerne les parents dont l'enfant, qui est âgé de moins de 20 ans, est atteint d'une maladie d'une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants. Le parent dispose alors de 310 jours ouvrés à prendre dans un délai de 3 ans. Nous arrivons à la seconde partie de notre cours consacrée au virus du sida. Commençons par définir ce qu'est le sida et expliquons son fonctionnement. Le sida, ou syndrome de l'immunodéficience acquise, résulte de l'attaque du système immunitaire par le virus de l'immunodéficience humaine, qu'on appelle aussi le VIH. Le sida est une IST, c'est-à-dire une infection sexuellement transmissible. On dit qu'une personne est séropositive lorsqu'elle a été en contact avec le virus VIH et que celui-ci s'est introduit dans son organisme. Pendant une période assez longue, parfois plus de 10 ans, le système immunitaire parvient à lutter contre le virus du sida. Mais au fil des années, le système immunitaire se dégrade et l'organisme devient trop faible pour se défendre contre les microbes. Lorsque le corps ne peut plus combattre efficacement les agressions extérieures, la personne atteinte par le VIH commence alors à développer une série de maladies dites opportunistes, c'est-à-dire qui profitent de la chute de l'immunité. On distingue généralement 3 modes de transmission du sida. Premier mode de transmission, lorsqu'il y a des rapports sexuels non protégés par un préservatif. Deuxième mode de transmission, lorsqu'il y a un contact important avec du sang contaminé lors de partage de matériel d'injection ou en cas d'accident d'exposition. Troisième mode de transmission, la transmission de la mère à l'enfant en cas d'absence de traitement de la mère ou pendant l'allaitement. Comment traite-t-on le sida aujourd'hui? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne guérit pas du sida. En effet, actuellement, aucun traitement ne permet d'éliminer complètement le VIH de l'organisme. Des traitements adaptés existent cependant. Ils vont permettre aux personnes séropositives de bloquer la multiplication du VIH dans l'organisme et ainsi de garder un système immunitaire opérationnel. Ces traitements sont appelés
trithérapie ou multithérapie, car elle combine l'action de plusieurs molécules antirétrovirales. Maintenant, nous allons attaquer un sujet qui est sensible toujours en France, le fait que l'épidémie du sida est toujours active. En effet, rien qu'en 2014, 6 600 personnes ont encore découvert leur séropositivité. On estime que chaque année, près de 6 000 nouvelles personnes sont infectées par le VIH. Le virus touche encore 150 000 personnes en France, mais parmi elles, 30 à 40 000 ne savent pas qu'elles sont contaminées. Parmi les personnes ayant découvert leur séropositivité en 2014, on distingue plusieurs tendances. 56 personnes sont des hétérosexuels, 42 sont des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, et 1% sont des usagers de drogue. Pour quelles raisons l'épidémie du sida est-elle encore active en France? Première raison, utiliser un préservatif n'est pas encore un réflexe chez bon nombre de Français. Deuxième raison, l'image du sida maladie s'est estompée. Ainsi, une génération plus jeune qui n'a pas connu le pic de l'épidémie a tendance à minimiser le risque. Ce relâchement du préservatif se fait également ressentir au niveau des IST, puisqu'en effet, les IST sont en forte hausse en France. Autre fait caractéristique du sida, certaines catégories de population sont de plus en plus touchées. C'est le cas notamment des personnes qui sont nées en Afrique subsaharienne. Les homosexuels sont aussi très touchés car ils représentent près de 42% des personnes contaminées. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'actuellement la prévention n'est pas assez ciblée. La diffusion du TROD, le test rapide d'orientation diagnostique, qui permet d'obtenir une réponse en quelques minutes seulement, a fonctionné pour les hommes homosexuels. Mais le recours au dépistage doit être plus systématique dans la population hétérosexuelle. Quels sont les modes de dépistage aujourd'hui accessibles en France? Aujourd'hui, une grande partie des tests de dépistage du sida se font avec le TROD. C'est le test rapide d'orientation diagnostique qui permet d'avoir un résultat en 30 minutes maximum. Il est totalement fiable 3 mois après une prise de risque VIH. Comment fonctionne-t-il? Une goutte de sang est prélevée au bout d'un doigt. Cette goutte de sang est mise en contact avec des solutions réactives afin d'établir ou non la présence d'anticorps dirigés contre le VIH. Quelques minutes plus tard, vous avez le résultat. Comment se passe la détection d'autres IST? Certaines IST peuvent aussi se dépister par une prise de sang, comme l'hépatite B ou la syphilis. D'autres nécessitent un examen médical. Les chlamydioses peuvent maintenant être recherchées par une analyse d'urine. Dernière partie de notre cours, celle consacrée à la prévention du sida en France. En France, c'est l'INPES qui est en charge des campagnes de prévention. Chaque année, 2 temps forts ont lieu pour les campagnes de prévention du sida. Premier temps fort, la campagne d'été. Elle a pour objectif de sensibiliser les jeunes, mais aussi les moins jeunes, au mode de transmission du sida et des IST. Elle a aussi pour objectif de promouvoir et de banaliser l'usage du préservatif. Enfin, elle a pour objectif de valoriser l'attitude de protection lors des relations sexuelles. Second temps fort, la Journée mondiale du sida, qui a lieu le 1er décembre. C'en est fini notre cours consacré aux plans nationaux de santé publique. Comme d'habitude, si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. À bientôt sur Prep Academy.